Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une notion très mystérieuse et très profonde de la physique, qui est donc l'entropie. On va pas juste la voir en mode cours de thermodynamique, mais on va voir un petit peu le paradoxe qui est le suivant, c'est-à-dire comment ça se fait que l'univers qui, normalement, selon l'entropie, devrait aller vers le désordre, ait donné naissance à des galaxies, des étoiles, des planètes, de la vie et même des civilisations. Et c'est un vrai paradoxe. Et aujourd'hui, on va essayer justement de le démystifier. L'entropie, on l'a souvent appris comme étant le désordre ou étant quelque chose comme la dégradation des choses. Et dans la vie quotidienne, ça colle assez bien. C'est-à-dire que si on fait tomber une tasse de café, elle va se casser et le liquide va se répandre sur le sol. Maintenant, est-ce qu'on pourrait imaginer tous les morceaux se rassembler, se ressouder, le café remonter dans la tasse et la tasse revenir sur la table toute seule? Non, on ne peut pas. Pas parce que c'est impossible, mais parce que c'est improbable. C'est-à-dire que pour assembler tous les atomes ensemble, il y a quelques configurations, mais il y en a de milliards, presque une infinité, qui par contre sont improbables et enfin très probables justement, et qui font que les atomes ne sont pas ensemble. Et c'est ça justement l'intuition de Ludwig Boltzmann, qui est un physicien du 19e siècle, c'est que l'entropie, c'est le degré de probabilité d'un état. Un état très ordonné, une cathédrale ou une tasse intacte, c'est très peu probable, parce qu'il faut que tous les atomes soient extrêmement dans un sens, alignés les uns avec les autres, connectés les uns avec les autres. Et c'est très peu probable. Par contre, un état qui est désorganisé, par exemple un tas de pierres, une flasque de café, et ben là, il peut y avoir énormément de configurations possibles, et donc c'est très probable. Et donc, naturellement, l'univers va évoluer vers les états les plus probables, c'est-à-dire vers ceux avec le plus d'entropie, c'est-à-dire avec le plus de désordre, tout simplement parce qu'il y a plus de configurations possibles. Et donc l'entropie en fait augmente toujours. Ça, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Elle dit que dans un système qui est isolé, l'entropie ne peut que croître ou stagner, elle ne diminue pas. Et ça, on peut encore l'intuiter facilement en se disant que, comme tout évolue, hein, puisque tout est connecté, il y a des lois physiques, et du coup, ça va aller vers les états qui sont les plus probables, et les états qui sont les plus probables ne sont pas les états qui sont les plus ordonnés, puisque les plus ordonnés sont peu nombreux. Et donc, elle augmente toujours. Elle ne diminue jamais. Et ça, c'est une des lois les plus universelles qu'on connaisse, hein. Mais et à l'échelle cosmique, cette loi-là est absolument terrifiante. C'est-à-dire que l'univers, depuis le Big Bang, il va se diriger vers un état de mort thermique. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien à transformer, il n'y aura plus du tout d'énergie utilisable, il n'y aura plus de mouvement, il n'y aura plus de lumière. Simplement un froid absolu, sans étoiles, sans matière organisée. Et c'est cela que certains appellent la fin de l'univers. Hubert Reeves disait par exemple que l'univers est né dans un état très peu anthropique, c'est-à-dire très improbable, et se dirige inexorablement vers l'état le plus probable, celui du désordre maximal, une sorte de soupe totalement désordonnée. Mais alors, la vraie question, et donc le paradoxe, c'est donc si l'univers se dégrade, pourquoi on voit apparaître de la complexité, que ce soit des étoiles, des arbres, des cerveaux humains, des sociétés, des intelligences artificielles? Où est l'erreur? Ou plutôt, c'est pas là, ça, c'est quel est le mécanisme caché? Et en fait, ce paradoxe, il a longtemps déconcerté les scientifiques. Puis vers les années 1970, un chercheur au nom d'Ilya Prigogine a changé la donne. Il a étudié ce qu'on appelle les systèmes loin de l'équilibre, c'est-à-dire pas des systèmes qui sont isolés, mais c'est des systèmes qui sont ouverts, c'est-à-dire qui peuvent à la fois recevoir de l'énergie et qui en rejettent. Typiquement le corps humain, hein, on verra après pourquoi. Mais nous, on n'est pas isolés. On reçoit de l'énergie de la Terre, du Soleil, de la nourriture qu'on ingurgite, et on en émet, que ce soit avec notre chaleur, nos défections, etc. Un autre exemple, une étoile, elle va transformer l'énergie nucléaire en chaleur, donc il va y avoir des réactions nucléaires, ça va te donner de la chaleur. Cette chaleur, c'est de la lumière, c'est du rayonnement, et elle n'est pas à l'équilibre. Et la Terre, elle va recevoir cette énergie du Soleil et va la réémettre, mais sous forme de rayons infrarouges, et ces rayons infrarouges sont plus désordonnés. Pourquoi ils sont plus désordonnés? Déjà parce que la température, enfin la lumière du Soleil, elle est peu anthropique. Pourquoi? Parce qu'il y a une température qui est très élevée. Donc le rayonnement va être concentré.
Le Soleil, il a une température d'environ 5800 Kelvin. Donc il va émettre de la lumière dans le visible et l'ultraviolet, avec beaucoup d'énergie par photon. Ces photons, c'est grammes de lumière. Il va y avoir beaucoup d'énergie. C'est donc un rayonnement qui est très concentré en énergie. C'est donc très structuré, et donc, qui dit très structuré, dit très peu d'entropie. Et donc la Terre, elle a une température qui est basse, avec un rayonnement diffus. La Terre, elle est plus froide, elle est à 300 Kelvin. Donc elle émet de l'infrarouge thermique, qui est composé donc de photons moins énergétiques, mais qui sont très nombreux. Ça signifie qu'il y a beaucoup de configurations possibles, beaucoup de moyens de distribuer l'énergie, et donc il y a plus d'entropie. Et donc l'énergie solaire, elle arrive concentrée, c'est-à-dire une forte énergie avec peu de photons dans une direction précise, et elle est dégradée en chaleur terrestre, qui est ensuite émise sous la forme de millions de petits photons infrarouges qui sont diffusés partout. Et cette transformation augmente fortement l'entropie. Donc la Terre, encore une fois, c'est un système ouvert qui va recevoir de l'énergie avec très peu d'entropie et va en réémettre avec beaucoup plus d'entropie, beaucoup plus désordonnée, parce que justement la température sera plus basse. Et même nous, les humains, c'est la même chose. Donc c'est ce que je disais, on absorbe des éléments, de l'oxygène, et on transforme tout ça en énergie, en chaleur, en mouvement, en pensée, et aussi en désordre thermique. En fait, Prigogine, il nous a montré qu'un système, il pouvait s'organiser localement, à condition de produire globalement plus d'entropie. C'est-à-dire que dans tout l'univers entier, il y a plus d'entropie, mais localement, il va y avoir de l'ordre et donc une diminution de l'entropie. Par exemple, on veut construire une cathédrale, c'est-à-dire quelque chose de très ordonné. Un tas de pierres, il existe des milliards de configurations pour l'assembler. Mais en fait, pour l'assembler de manière cathédrale, c'est très peu probable, donc très ordonné, donc très peu anthropique. Et bien si on veut la construire, ok, on peut le faire. Par contre, en échange, on va devoir créer du désordre ailleurs, que ce soit de la sueur, de la chaleur, des machines qui tournent, du bois brûlé, du carbone rejeté. Et en fait, c'est ça la clé du paradoxe. En fait, ce mécanisme, il s'appelle l'auto-organisation. C'est-à-dire qu'un système ouvert qui est traversé par un flux d'énergie, donc comme on a dit par exemple la Terre, elle va créer des structures complexes et ce sont des structures dissipatives. Par exemple, la vie. Prenons un être humain. C'est une machine ultra sophistiquée, avec des milliards de cellules, des milliers de réactions chimiques par seconde, un cerveau de 80 milliards de neurones. Mais en fait, cette organisation, ce peu d'entropie, ça a un prix. Et pour maintenir tout ça, on doit produire de l'entropie. C'est-à-dire que globalement, l'entropie augmentera. Mais localement, c'est-à-dire à notre échelle d'être humain, on est très ordonné. Et donc, quelle est cette entropie qu'on produit? C'est respirer, digérer, bouger, penser, chauffer notre corps à 37 degrés. Même pendant la grossesse, le fœtus est une construction ultra ordonnée. Mais cette organisation, elle est alimentée par l'entropie produite par la mère. Et donc, nous, toute notre vie, on va continuer à émettre de la chaleur, du dioxyde de carbone, des déchets, pour conserver notre état organisé. Donc oui, en fait, nous sommes de la complexité, mais notre existence même dépend d'une énorme production de désordre autour de nous. Et en fait, ça ne vaut pas que pour nous. Les galaxies, les étoiles, les écosystèmes, les villes, ils sont tous produits d'une organisation locale qui est permise par une entropie globale croissante. Donc, résumons, les systèmes localement sont très organisés, mais en fait, si on prend une échelle un petit peu plus large, on va avoir plus d'entropie qui va se créer. Donc la seconde loi de la thermodynamique est respectée, mais localement, au travers de structures dissipatives, on peut avoir des structures qui sont très ordonnées. Donc on a compris, mais la question c'est pourquoi maintenant l'univers va permettre cela? Pourquoi les lois physiques, elles autorisent l'existence de systèmes qui sont aussi fins, aussi subtils, aussi organisés que n'importe quel être humain? Là, on va entrer ici dans ce qu'on appelle le principe anthropique faible. En fait, les constantes fondamentales de l'univers, c'est-à-dire la gravité, la charge de l'électron, la vitesse de la lumière, elles sont parfaitement ajustées pour que la complexité puisse émerger. C'est comme si en fait l'univers avait juste le bon réglage pour permettre que dans son long chemin vers le désordre, car oui, nous tendons vers cela, dans ce chemin-là, des îlots d'ordre puissent apparaître. Et nous, les êtres humains, on est un de ces îlots, peut-être d'ailleurs un des plus complexes.
Parce que entre un homme préhistorique et nous, la quantité d'entropie qu'on génère a été multipliée par 100, que ce soit au travers de machines, d'industries, de moteurs, d'usines, de data centers, de centres de données. On est devenus donc des producteurs massifs d'entropie pour maintenir des structures sociales, technologiques, culturelles qui sont très sophistiquées. Donc si on veut être très sophistiqué, c'est-à-dire très peu de configuration, c'est-à-dire très ordonné, eh bien on produit massivement de l'entropie, du déchet quelque part. Et donc ce succès, il a un coût. L'entropie, c'est pas juste de la chaleur perdue, c'est aussi parfois du dioxyde de carbone, de la pollution, un certain nombre de choses irréversibles. Ce qu'on appelle aujourd'hui la crise écologique, c'est aussi, d'une certaine manière, une crise anthropique. C'est-à-dire qu'on pousse les systèmes très loin. On organise des structures gigantesques, mais on produit énormément de désordre autour. Alors on pourrait conclure en se disant l'univers se dégrade, oui, mais dans cette dégradation, il y a des poches d'or, des poches d'ordre qui apparaissent. Et nous sommes l'une d'elles. Notre mission, si on peut parler de mission, c'est peut-être de comprendre justement ces mécanismes et de les utiliser non pas pour détruire plus vite, mais pour créer une complexité durable. Donc voilà, qu'est-ce qui organise l'univers? Eh bien, curieusement, c'est l'entropie. Elle détruit, oui, mais c'est en détruisant qu'elle permet à l'ordre de naître. Une sorte de dualité. L'univers ne fait pas le tri entre ce qui est beau ou laid, entre ce qui est vivant ou inerte, il suit simplement les lois. Et ces lois-là suffisent à faire émerger la vie.